Et mon père, quand il a vu qu'il ne pouvait pas s'entendre avec sa mère, avec un copain, ils ont fait de la laine à matelas. Et ils ont fait des matelas. Et voilà, puis après, il a commencé le dénénage. Tout simplement, acheter 4 pots par là, faire travailler à façon, vendre la laine, cuire. Bon, il a commencé comme ça. Et, voilà. Et donc il s'est développé, et en 62, il a monté avec 2 associés un dénénage aux Escoussens. Et donc ils ont commencé là-bas. Puis au bout de 10 ans, c'était après 68, 70, il a acheté l'usine de l'Éclose. Et en 74, il a décidé de construire Sébastopol. La personne qui rentre dans le délénage fait toutes les fonctions qu'on appelait maragos à l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait aller aider cette personne, faire ci, faire là. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à faire tous les métiers, tous les métiers qu'il y a à l'intérieur du délénage. Et ma plus grosse partie, ça a été classer les pots, c'est-à-dire classer la laine, c'est-à-dire de la plus petite finesse jusqu'à la plus grosse. Voilà, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps dans l'entreprise. Et après le départ d'une personne à la retraite qui était contremaître, mon patron m'a demandé si je voulais le remplacer. Au bout de 11 ans dans l'entreprise, je suis passé contremaître. Voilà. Et alors, vous y êtes resté combien d'années dans cette entreprise? Dans cette entreprise, j'y suis resté de 1970 à 1987. 17 ans à la Mole Industrie. Donc j'ai fait 6 ans de contremaître. Et suite à des dégradations dans le travail et personnellement avec le directeur et le patron, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Bon, après avoir quitté cette entreprise, j'avais des demandes faites par des gens qui étaient dans le délénage pour pouvoir aller continuer mon travail en Italie. Mais quand je suis arrivé en Italie, j'ai appris que c'était pour faire marcher une usine en Argentine. Et comme le salaire a été multiplié par 3, j'ai dit oui. Et je suis parti, j'ai passé 4 mois en Italie, puis après je suis parti en Argentine, c'était en fin 87. Mais à l'époque, la retraite, c'était 57 ans et demi. Ah oui. Oui, et eux, ils ont pris, 3 ou 4, ils ont pris la retraite à 57 ans et demi ici. Mais bon, peut-être qu'ils avaient commencé à 13, avec 13 ou 14 ans. Et un travail voilà. Extrêmement pénible. Voilà. Très fatigant. Oui, non, mais après, il y a beaucoup de personnes d'ici, mais toutes les personnes d'ici, bon, même à mon âge, bon, non, ça commençait à être séparé. Bon, moi j'avais un métier d'électricien, peut-être j'aurais dû continuer. Mais après, avant nous, mes sœurs, tout ça, plus âgées, c'était le délénage. C'était le délénage. Voilà. Les parents, les grands-parents, tout le monde, quoi. Ici, il y avait beaucoup de personnes. Alors, après l'Argentine, quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez replongé dans... Non, après l'Argentine, j'ai remplacé un ami contremaître à l'usine de Madagascar, sur la route de Pradelles. C'est-à-dire qu'il était décédé et le patron il cherchait quelqu'un de suite. Donc j'étais disponible, j'étais revenu depuis 3 ou 4 mois, donc j'ai fait le même travail. Et le même travail. Le même travail. Et là, vous y êtes resté combien bon, disons 5 ans. Parce qu'on a fermé, je crois, février 96. Donc j'y suis resté 90 à 5 ans. Et après, j'ai appris ça, j'ai un peu travaillé dans d'autres délénages, mais comme intérim, comme ouvrier. Après, on m'a demandé d'être contremaître dans une usine vers Saint-Amand, l'usine de M. Bonnet, à Saint-Amand, Sébastopol. Voilà. C'est ça. Et là, pareil, il y avait le directeur, on a eu un problème, et donc, je ne dis pas pourquoi, mais... Oui. Voilà. Alors, dites-moi... Parce que le seul problème, quand on est contremaître dans un délénage, c'est la vie à l'usine, du lundi au dimanche. On ne peut pas partir les week-ends parce qu'il faut qu'on soit toujours là pour surveiller les pots, pour les arroser, les refroidir ou les chauffer pour que la laine puisse se décoller du cuir. Il faut être là du lundi au dimanche. Mazamet a commencé avec Gaston Corronge quand il est allé
au Brésil, en Argentine, je veux dire, acheter les pots de laine. C'est parti de là. Et il a beaucoup aidé à ce moment-là. Et il y avait Soult aussi qui avait donné un coup de main, parce que Soult avait du pognon et l'argent de ses batailles était placé dans la famille Cormouche et il lui rendait automatiquement, il n'y avait pas aucun problème. Mais c'était curieux, c'était une méthode qui était très locale un peu. Oui. C'était des gens qui vivaient, disons, très famille, quoi. C'était très serré. Et alors, donc, ça, c'est une chose. Mais, je veux vous dire aussi, on a profité, on a monté des usines, on a été numéro 1 à l'époque du délainage, ok. Et puis le métier est parti avec l'Australie, avec beaucoup, tout d'un coup, ça s'est vidé. Que voulez-vous faire à ça? Et une ville, à mon avis, doit se reconstruire. Et je reproche un peu à Mazamet de ne pas s'être reconstruit. Ce que j'ai fait tardivement. Et là-dessus, je suis rentré à l'Éléphant Noir, qui était l'affaire de mon père. Les cafés de l'Éléphant Noir, c'était un torréfacteur. Il avait bien développé. Et il y avait une quarantaine de dépôts. Et moi, je les assurais sur toute la France. Et mon père est mort en 71 et j'ai repris le relais. Et puis je me suis rendu compte que le café, nous travaillions, il y avait Jacques Vabre et la Maison du Café qui tenaient le marché, et nous étions très loin derrière. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai vendu à la Maison du Café l'Éléphant Noir, et là, j'ai créé Minguise, qui est une affaire de cacahuètes. Et là-dedans, j'ai créé le beurre de cacahuète, la cacahuète, le beurre de cacahuète et tout ce qui était pop-corn. Et je suis numéro 1 en beurre de cacahuète national, en pop-corn et en cacahuète en France. Donc j'ai bien noyé sur tout le système. Il y a 4 usines qui fonctionnent très bien. Et je prépare une 5e et je fais les olives aussi avec le Maroc surtout. Et moi j'allais beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est là où je suis rentré, comme je vous dis, là j'ai senti à un moment que l'Éléphant Noir n'avait plus la marge qu'il devait avoir et j'ai préféré bazarder et créer quelque chose d'autre. Et en créant les arachides, le beurre de cacahuète, qui est une folie dingue, ainsi que le pop-corn, on est numéro 1, on continue et ça va se développer. Mais j'ai eu 4 enfants et un gendre dans l'affaire. Pendant 40 ans, on a travaillé main dans la main. On ne s'est jamais engueulé. Ça a été merveilleux. C'est rare, hein? Oui. Formidable. Ça n'a jamais engueulé. Ça a toujours foncé droit. Le personnel, moi je suis très paternaliste, que ce soit avec le personnel des usines. Et ici, à Mazamet, j'ai dressé un gosse. C'était le fils du gardien qui était à côté. Je l'ai formé. Et il est aujourd'hui directeur des 5 usines, des 4 usines, plus les olives, j'avais 5. Et c'est lui qui mène tout le personnel, tout ça, et je suis très fier de lui. C'est que comme s'il était de ma famille, quoi. Mazamet était le centre mondial du délainage. Cette appellation
aujourd'hui obsolète, pourrait sembler prétentieuse aux non-initiés, mais elle ne disait pourtant que la vérité. Elle s'est pratiquée chez nous de 1850 à la fin du siècle dernier. Pendant 150 ans, elle a permis à 4 générations de Mazamétains de bien vivre, de commercer avec le monde entier et d'avoir la succursale de la Banque de France placée au 6e rang national. Après ces heures de gloire qu'a connues Mazamet, le délainage a rapidement disparu du paysage local. Les 52 usines ont arrêté leur activité, les unes après les autres, de sorte qu'aujourd'hui, il n'en reste rien, sinon des ruines et des souvenirs. Je vous avouerai que je me suis souvent demandé comment il a pu se faire qu'une telle industrie perdure aussi longtemps dans une cité aussi modeste que Mazamet et devienne ensuite aussi importante commercialement en étant isolée dans un coin perdu à l'extrême sud du Massif central, au pied de la montagne Noire, balayée par ce satané vent d'automne appelé encore aujourd'hui le vent des fous. Pourquoi le délainage a-t-il disparu? Il a été victime de ce que l'on appelle aujourd'hui la mondialisation, mais aussi, en ce qui concerne l'ensemble de l'industrie textile, à de rares exceptions près, de la désindustrialisation de notre pays. Actuellement, à ma connaissance, le délainage n'est plus pratiqué qu'en Chine. Qu'est-ce que le délainage? Sur le plan industriel, en partant de la dépouille du mouton, le délainage dit à l'échauffe consistait à séparer la laine du cuir sans altérer l'un et l'autre de ces produits. La fermentation de la peau permettant l'ouverture des pores et donc la séparation de la laine et du cuir. Je ne vais pas entrer ici dans le détail des différentes opérations effectuées lors du travail de délainage, mais simplement en énumérer les différents stades successifs, à savoir le trempage, le sabrage, le retrempage, l'étuvage, le triage, le pelage, le séchage et en dernier l'emballage. L'opération la plus délicate étant l'étuvage, effectué généralement par le contremaître qui devait vérifier toutes les 2 heures environ l'avancée de la fermentation. Les contremaîtres habitaient généralement sur place ou à proximité immédiate des usines. La plupart de ces opérations ont subi avec le temps des transformations qui ont rendu ce travail moins pénible, notamment le pelage qui, de manuel, est devenu mécanique. Sur le plan commercial, les fournisseurs, situés essentiellement dans les pays producteurs qu'étaient l'Australie, l'Argentine, l'Afrique du Sud, étaient représentés sur place par des agents vendeurs et des acheteurs de laine, et les acheteurs de laine étaient des négociants qui revendaient ensuite cette laine soit aux filateurs régionaux, soit à l'étranger, Angleterre, France, Roubaix-Tourcoing, Allemagne, Suisse, Italie. Entre les vendeurs, délaineurs et les acheteurs, négociants, il y avait les courtiers en laine, rémunérés à la commission, qui agissaient comme intermédiaires. Je n'oublierai jamais leurs courses folles lors des mises en vente, dès l'ouverture des bureaux, car les premiers arrivés chez les vendeurs et les acheteurs avaient de grandes chances de conclure l'affaire. Ils étaient appelés les sacs et tout, mot patois signifiant littéralement les petits sacs, car ils étaient chargés parfois, au-delà du raisonnable, de sacs d'échantillons qui leur donnaient un aspect très particulier. D'autre part, il faut savoir que le prix de la laine, comme celui de toutes les matières premières, pouvait varier quotidiennement, en plus ou en moins, parfois dans des proportions importantes. Enfin, un problème physique à connaître, la laine contient naturellement 18% d'eau. Ce pourcentage d'humidité devait être respecté lors de chaque facturation. Après chaque transaction, le pourcentage d'humidité de chaque lot était établi par la condition publique. Quant aux peaux, une fois séchées et classées en plusieurs qualités, premier choix, deuxième choix, etc., elles étaient vendues à la mégisserie locale ou groyettoise par l'intermédiaire de courtiers en cuir. Pour en revenir à l'aspect politico-religieux, la majorité des patrons étant protestants, votaient généralement radical-socialiste, alors que les ouvriers catholiques suivaient les consignes du baron Rey, famille Rey et Soult, élu à maintes reprises aux élections législatives,
ou tout au début du siècle dernier, lequel avait une forte emprise sur la classe ouvrière. Je terminerai par parler des deux bons côtés de la mort du délainage. Tout d'abord, la disparition de cette odeur caractéristique qui empuantissait la vie, odeur à laquelle les gens du cru étaient habitués, mais que les touristes supportaient difficilement, et le fait que l'Arnette est redevenue une rivière aux eaux claires et donc poissonneuse après des années de pollution. J'ai commencé à travailler à 17 ans et demi. J'ai commencé chez Madame Yvonne Pujol à Mazamet. Alors je suis restée dans cette mégisserie 22 ans environ. Mais Monsieur Fabre, Madame Pujol hélas est décédée, et c'est Monsieur Roger Fabre qui avait le délainage à Valparaiso qui a acheté la mégisserie. Voilà. Et après nous sommes montés à Valparaiso, à Ossillon village, chez Monsieur Roger Fabre. Et il m'a demandé d'aller au délainage. Et donc j'ai accepté. Au début c'était un petit peu dur parce que ça sentait beaucoup le délainage. C'était très pénible et on était toujours mouillés. Malgré nos tabliers en plastique et nos bottes, on a eu beaucoup froid parce que la rivière passait dessous, sous l'usine. Donc l'hiver, on était gelés au sol et donc on nous apportait de l'eau chaude pour nous décoller les pieds du sol tellement il faisait froid. Bon, alors mon travail a été de classer les pots, de passer aussi derrière la décharneuse. J'enlevais, la laine tombée dans un bac et j'enlevais les pattes, les têtes, bon, voilà. Après, on m'a appris à classer les pots en verre, qu'on appelait. Donc, je prenais, on me donnait les pots qui sortaient de la peleuse et je classais et je coupais ce qu'il n'y en avait pas et je classais en plusieurs catégories. Il y a quelques fois, quand les peleuses ne pelaient pas, il fallait qu'on pèle à la main. Alors là, c'était très difficile. Et moi, je suis tombée sur des patrons. Alors la première, c'était une patronne, elle était super. Et puis après, je suis tombée sur Monsieur Fabre, qui était très bien aussi. On pouvait dialoguer avec lui. Et avec Monsieur Vidal, pareil. Un dialogue, il n'y avait aucun problème. Moi, je dis que le patron fait l'ouvrier. Et l'ouvrier fait le patron. Voilà. Il faut bien s'entendre dans les deux cas pour vraiment avoir une entreprise, que ce soit pour l'ouvrière comme pour le patron, bien. Voilà. J'ai arrêté mon travail 2 ans, presque 1 an et demi, avant de prendre ma retraite à 60 ans, parce que j'avais très mal au dos, mais j'étais vraiment mal en point. Et donc j'ai mon patron qui m'a aidé à partir justement. Ça prouve que les patrons sont quand même reconnaissants de ce qu'on a fait pour eux. Et là, si je vous disais que j'ai les 2 hanches qui ne sont pas à moi, elles sont en fer. J'ai un genou avec 2 peigneuses de chaque côté. J'ai les 2 épaules, j'ai tous les ligaments qui sont abîmés, très abîmés, parce que je portais du poids sur les épaules. Quand j'allais chercher les douzaines, je portais beaucoup de poids sur les épaules. J'ai poussé des wagons très, très, très lourds. Et donc voilà, la pénibilité y était. Je ne sais pas si on est bien reconnu, mais je peux vous dire que c'était très pénible. Mais malgré tout, on le faisait. Voilà, on le faisait, on ne se plaignait pas. Alors en fait, nous, l'épopée familiale, elle a démarré par mon grand-père, Léon Gasque, qui à l'époque était déjà dans les affaires et était dans des affaires mixtes, faisait des engrais et aussi du négoce de laine. Et puis, étant donné que les engrais périclitaient et qu'un ami, notamment monsieur Escande, René Escande, la famille Escande, il avait conseillé de partir avec lui dans l'aventure lainière, il avait augmenté sa partie négoce laine, et tant et si bien qu'il s'était remis à acheter des peaux de moutons lainés, et qu'il faisait des lainés à l'usine d'Inkerman, qui est actuellement l'usine de Jouet au bois. Et à partir de là, on a développé l'activité. Ses enfants, c'est-à-dire mon père, Pierre et Michel Gasse, sont rentrés dans l'affaire. Ils sont rentrés à Inkerman, et là, ils ont vu très, très rapidement la nécessité, on est dans les débuts des années 70, d'avoir notre propre usine. Et c'est là que nous avons acheté l'usine qu'on appelle aujourd'hui la Palade, Madagascar, sous la dénomination sociale la CEPEC. Voilà, mais elle était souvent connue dans la vallée pour la Palade ou Madagascar.
On fait exclusivement du délainage à l'échauffe. Alors le procédé entre le moment où arrivait, on va dire, la balle de peau, le classement, donc on arrivait à une balle de peau lainée, venait donc de cette provenance Australie, Afrique du Sud, Argentine. Elles étaient ouvertes, on classait ces peaux en fonction de la longueur de la laine et de la qualité du cuir. À partir de ce moment-là, on va dire qu'on pouvait aller jusqu'à 3 semaines. En gros, hein, 3-4 semaines maximum. On pouvait le réduire à 15 jours jusqu'à l'emballage de la laine. Voilà. Alors, il y avait des étapes qu'on pouvait raccourcir, d'autres préféraient les garder plus ou moins longues. Il y avait les fameux trempages de 3 jours. Il fallait compter 2 jours, en gros, ouais, de détuvage, assez vite. Voilà, 3, 4... 5, 6, ouais, en une grosse semaine, on devait arriver au plus court à faire du classement à l'emballage de la laine. Voilà. Alors, nous étions affiliés à la Chambre syndicale du délainage, donc nous avions des réunions, des collaborations avec nos collègues délaineurs, puisque nous travaillions ensemble ensuite à travers ce syndicat, pour la discussion avec les coûts de transport, pour tous les problèmes sociaux du délainage, hein, l'étude des coûts de la vie, l'étude de l'établissement de la grille des salaires des ouvriers. Donc tout ça a été fait à travers cette chambre syndicale. Il y avait un comité directeur et chacun était chargé, selon ses spécialités, de la partie sociale, de la partie financière, au niveau de tout ce qui tourne autour des transports. Il y avait une autre partie un peu plus sur le tard aussi de l'épuration des eaux, des discussions avec la Tour Garonne, puisqu'à notre usine, on était les premiers sur le cours d'eau de l'Arnette à faire une station d'épuration des eaux. Mon père et mon oncle étaient des pêcheurs, donc très sensibles à la qualité de l'eau. Et donc, quand ils sont arrivés les premières discussions autour de l'épuration de l'eau, eux, ils ont de suite été sensibles et ont trouvé l'intérêt de rendre propre cette rivière. Donc, en collaboration avec la Tour Garonne, dans le bureau de Toulouse, ils ont fait beaucoup d'essais et le laboratoire à l'époque qui s'appelait le Carim, avec les ingénieurs, dont notamment je rends hommage à M. Courtin qui avait fait un énorme travail, on a pu mettre en place cette station d'épuration par ce qu'on appelait par floculation. Donc là, on est dans les années fin 80, quoi. Et je dirais que malheureusement après, l'eau s'est épurée de part et de même. On peut pêcher dans l'Arnette aujourd'hui. Ouais, malheureusement, il n'y a plus d'usine, l'eau est claire. Et personnellement, moi, je l'ai vécu comme une épopée, hein, à la fois familiale et industrielle de Mazamet. Et ça demandait une adaptation intellectuelle assez formidable parce que en permanence, nous étions dans le monde de nos fournisseurs ou clients, c'était en gros les anglo-saxons. Ensuite, il y avait toute la technicité des devises, travailler sur les changes, les devises, les matières, les cours et ensuite le cours des matières premières, prendre les positions financières, savoir acheter, savoir bien vendre et connaître tout cet environnement financier qui était exceptionnel. Un délaineur, sans le savoir, avait une connaissance que dans des grandes entreprises nationales, c'était dédié à un service spécifique, alors que nous faisions la totalité. Est-ce que vous vous souvenez, comme moi, de l'odeur de la laine? L'odeur. Alors quand on arrivait... Non seulement ça me plaît, mais ça me plaisait, mais j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'ai mes propres enfants, j'avais un garçon et une fille, un petit garçon et ma petite fille, je les prenais donc au bureau, voilà, comme mon grand-père avait fait, je travaillais tard, alors je les gardais, ils allaient s'amuser à leur tour sans la laine. Et puis un jour, mon fils dit ça sent mauvais. Alors ma fille elle reprend, elle dit ah non Paul, ça ne sent pas mauvais, ça sent la laine. Alors vous avez parlé, oui, de mondialisation, une mondialisation exceptionnelle pour l'époque, puisque ça a commencé au milieu du milieu du 19e siècle, on va dire, 1850. Qu'on considère un petit peu comme la troisième grande mondialisation après celle des marchands du Moyen-Âge. Ouais. Voilà. Est-ce que vous en étiez conscient de ça? Mazamet
Centre mondial de délainage, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, conscient, oui et non. Enfin, conscient quand je suis arrivé dans l'activité. Là, j'en ai pris conscience. Mais après, quand j'étais en dehors, bon, on voyait bien qu'il y avait une effervescence. Mais Oui, bon, on était pris, comme on dit, dans tout cet environnement. Donc, c'est qu'une fois que j'étais moi personnellement dans l'activité que j'ai pris conscience de l'ampleur de ce phénomène. bien sûr. Voilà. Mais c'était quand même extraordinaire parce que on pouvait aller partout dans le monde et voilà, on avait toujours un accueil et des relations plus que parfois professionnelles, quoi. On allait jusqu'à l'amitié avec des gens Bien sûr. du bout du monde, monde. soit des Argentins ou Oui. des Australiens Avec cette petite ville, ou Mazamet, d'Afrique du Sud. perdue au bout de nulle part, Perdu qui de nulle avait part. 2 sociétés maritimes, des Voilà. compagnies maritimes, Complètement. des banques, Des banques, la Banque de Banque France. voilà. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Donc, qui brassait beaucoup d'argent et qui avait permis, enfin, qui était la nécessité d'avoir sa propre Banque de France. Voilà, donc c'est quand même qui avait un poids économique en Occitanie qui était énorme. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de mondialisation. Là, on est dans ces patrons, puisque vous êtes une famille de patrons industriels, délaineurs. Est-ce que vous avez vécu la période du paternalisme et est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? On était très impliqués, à savoir vraiment quand même le confort de nos salariés. Et à tel point que on était très en avance au niveau de la chambre syndicale, puisque socialement, il s'était fait beaucoup de choses bien avant, on peut dire bien avant les lois sociales françaises. Alors, à quel moment, vous, puisque vous étiez déjà chef d'entreprise, vous avez senti que les choses allaient moins bien? Personnellement, je l'ai senti assez rapidement après mon arrivée. Moi, je suis rentré dans les années 80, début 80, 1980. Et je peux dire que voilà, fin 80, voilà, j'ai vu que ça périclitait, c'était devenu très très difficile. Est-ce que vous, peut-être maintenant avec le recul, vous avez un autre aperçu ou un autre sentiment? Est-ce qu'à cette époque-là, vous arriviez à détecter les causes de ce marasme? Oui, enfin, personnellement, je voyais qu'on était confronté à la concurrence, notamment chinoise, pour le problème du délainage. Il y a la vente, mais il y a surtout l'achat. Et les pots devenaient de plus en plus chers. Les Chinois achetaient de plus en plus, collectaient les pots. Et on devait en permanence surenchérir pour acquérir le pot. Or, on disait toujours, si tu ne fais pas le bénéfice à l'achat, tu ne le feras pas à la vente. Et donc moi, j'ai pris la décision, exactement, je n'oublierai jamais, l'usine, je l'ai fermée en février 1996. Quelle est vous avez parlé d'aventure, superbe aventure, mais Une épopée. Une épopée. Quel est votre meilleur souvenir, si vous en avez un à donner? Ou plusieurs, si vous en avez plusieurs. Oui, il y a bon, je vous ai dit, moi, mes meilleurs souvenirs, c'était mes relations lainières avec mes clients. Des bons souvenirs aussi, quand tout allait bien à l'usine, c'était quand même il y avait une bonne ambiance. Mais bon, personnellement, j'ai toujours eu de bons rapports avec mes employés. Alors, le mauvais souvenir, le plus mauvais, c'est la fermeture. C'est la fermeture. Bien sûr. Comment voyez-vous la ville de Mazamet aujourd'hui? À su rebondir. On a eu quelques capitaines d'industrie, comme la famille Okormouls, qui ont su diversifier, et ils ont su le faire à Mazamet. Quand j'ai rebondi, ensuite, certains ont dû me connaître, j'avais monté une agence d'intérim, et j'avais certaines Oxygène intérim, et certaines d'ailleurs de mes ouvriers me disaient, alors monsieur Vas, quand est-ce que vous redémarrez? J'ai dit, non, on ne redémarre pas là, on est dans un autre domaine et ce sera fini. Mais certaines venaient me pleurer, le délainage, c'est le délainage. Mais détrompez-vous, je lui dis, si vous rassemblez toutes ces diverses entreprises, mais ça fait beaucoup plus que en activité que les usines qu'il y avait à cette époque-là. Merci. Mais merci Antoine à vous Gasque pour votre interview. Puisque l'exposition, c'est
le délainage, et toute la deuxième partie, c'est la mégisserie. Donc vous allez voir ça. Très bien. Par contre, nous sommes en train de faire des enregistrements qui vont rester pour tout ce qui est la mémoire de Mazamet. Toute la mémoire de l'histoire de Mazamet. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, personne, les jeunes ne connaissent plus. Mais non, Dans les écoles, on n'en parle plus. Dans les lycées, on n'en parle plus. c'est Et vrai. que tous les gens qui viennent voir cette exposition disent, comme quand vous m'avez téléphoné, on veut témoigner. Donc ça va être des films de témoignage de tout le passé de l'histoire industrielle de Mazamet. Parce que c'est très important. Voilà, donc si vous acceptez d'être filmé, il n'y a aucun problème. Alors, dès que ça va commencer, vous vous présentez, vous allez dire, si vous en souvenez, à quel âge vous avez commencé à travailler, dans quelle mégisserie vous avez commencé à travailler, les postes que vous avez occupés. Par exemple, Lily, elle a bien dit qu'elle avait commencé à la Rivière, puis après qu'elle avait occupé tous les postes. Combien de temps vous y êtes resté, le nom de la mégisserie. Mais moi, je suis là pour vous arrêter, vous poser les questions pour que vous puissiez continuer à parler. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Voilà, vous commencez quand vous voulez. Mais pose la question. Alors, comment vous appelez? Jean Nègre, Et vous avez commencé à travailler à quel âge? j'ai commencé à 15 ans. Mais au début, j'ai débuté dans la maroquinerie. Quelle maroquinerie? Vous vous souvenez du nom? Oui, la maroquinerie de la Montagne Noire. Hein. D'accord. Vous y êtes resté longtemps? Non, j'y suis resté. J'y suis rentré à 15 ans et je suis parti à 17 ans, à 18 ans. Et pour aller travailler où? À la mégisserie. Vous vous À la souvenez? mégisserie chez Gauthier, à la Recharde. Ah, bien sûr, Lautier. Et vous y êtes resté longtemps? 31 ans. Oui. Très Oui. bien. Alors, vous occupiez quel poste à la mégisserie? Oh, plusieurs fois. Et j'ai changé plusieurs fois. Au début, j'étais dans les bassins, À la rivière? à la rivière, au travail de rivière. Très bien. Et après, je suis passé Oui. À la coupe des pâtes, à la lisseuse. Vous étiez avec des machines après? Non, pas tellement. Alors, Au séchage, le séchage peut-être? Vous avez pendu les pots? Oui, D'accord. Alors, au séchoir. au séchoir. Donc, quel est, de 31 ans, quel est le travail qui a été le plus pénible pour vous chez Lautier? Physiquement? La rivière, les bassins, le séchoir? La rivière, La rivière. L'hiver surtout? surtout l'hiver, l'eau était froide. Il y a des années qu'on a dû couper la glace Très bien. sur les cuves. Oui. Et vous aviez froid aux doigts? Comment? Vous aviez froid aux doigts? Oui, on mettait des gants, mais quand même, ça traversait. Quelle était l'ambiance dans l'usine, entre vous, entre ouvriers? Oh, l'ambiance était bonne. Vous entendiez bien? Il y avait Oui. la fraternité, la Oui. solidarité? La solidarité, il y avait. Vous vous aidiez les uns les autres? Oui, oui. D'accord. Et avec les contremaîtres et les patrons, comment ça se passait? Pas trop mal. Pas trop mal. Et quels sont vos meilleurs souvenirs et vos plus mauvais souvenirs? Alors, les bons souvenirs. Qu'est-ce que vous avez comme bons souvenirs de ces 31 ans chez
chez Lautier? Oh, mais on avait des copains. D'accord. Et les mauvais souvenirs? Des mauvais. Pas tellement. La fatigue? Non, pas la fatigue. Donc pas tellement de mauvais souvenirs. Et est-ce que vous estimiez que vous étiez bien payé par rapport au travail que vous faisiez? Vous gagnez bien votre vie? Non, on gagnait notre vie normale. D'accord, C'était un tarif syndical. oui. Et quand vous avez... Pourquoi vous avez arrêté? Vous étiez à la J'ai retraite? arrêté parce que La retraite. l'entreprise a fermé. Ah, alors... Ah oui, bien sûr. Et c'était en quelle année? Vous vous souvenez de l'année, Je me rappelle pas. Lautier, début des années 90, 1990, Oh, par là, oui. oui, 92. Oui. Et quand Lautier a fermé, est-ce que vous avez cherché un autre travail? Et oui, j'ai été au chômage. Oui, Et après, j'ai trouvé du travail, mais qui n'était pas du tout le même. c'était quoi? Et j'étais chauffeur et Ah, d'accord. magasinier. Oui, dans quelle usine ou quelle entreprise vous vous en souvenez? L'entreprise saine. Ah, chez Seine. D'accord. Et là, Alors, je faisais le magasin, et puis je les livrais. Ah. Et c'était quoi? Une mégisserie, Seine? Non, c'était Qu'est-ce que c'était? l'article de sol, des moquettes, Ah, des d'accord. tapisseries, Ah, des peintures. ah, il y avait de tout, d'accord. Et là, vous y êtes resté jusqu'à la retraite? Oui, D'accord. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, très bien. C'est bien, hein? Oui. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. oui. Donc, vous appelez... Comment vous appelez, monsieur? Votre nom, c'est... Nègre, Monsieur Nègre. D'accord. Vous êtes Jean mazamétain? oui, Voilà. natif de Negrin. Ah, natif de Négrin. Et vous avez des... J'avais écrit un livre, Ah oui? Jean de Negrin. Jean de Négrin. Ah bon. Eh ben, moi, j'habitais la Fargue. Lui, Ah. il a grandi à la Fargue. Oui. Bon. Et vous avez de la famille à Mazamet? Des enfants? J'ai un fils, et après j'ai 3 fils. D'accord. Mais j'en ai un à Rodez et un à Foix. Donc, Et l'autre, il est au Pont de l'Art. très bien. Ouais. Très bien. Bon, mais des nègres, il y en a beaucoup à Mazamet. Oui. Oui, Il y en a beaucoup, beaucoup. Bon. Eh bien, en tous les cas, merci. Merci très bien beaucoup. ce qu'il a expliqué. Parfait, Bravo. monsieur Jean Nègre. comment? J'ai dit que c'est Pour ta... Là, maintenant, voilà, maintenant, ça tourne. Alors, le premier enregistrement n'a pas marché. Ah! C'est pas grave, on recommence. Donc, tout ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire à quel âge vous avez commencé à travailler, que c'était dans une mégisserie, le nom de la mégisserie, Oui, tous les travaux que vous avez faits dans la mégisserie, Oui. et moi je vous reposerai des questions, d'accord? d'accord. Alors, je suis rentrée au travail, je devais avoir 17 ans. 17 ans. Et en mégisserie, au travail, rivière, c'est-à-dire en bas dans l'eau. Après, on m'a remonté À l'étage. au premier étage, c'est des pots sèches. Et là, on les retaille. On les retaille. Et puis, il y a le séchoir. Le séchoir, oui, il faut décrocher les pots, le mettre. Oui, voilà. Comment s'appelait la mégisserie? René Vidal, Elle était où? dans la rue, waouh, dans
je me rappelle pas de la rue, qui va de l'église de Bonne-Cousse jusqu'en bas. Oui. Jusqu'à- Vous savez que c'est une des mégisseries qui a fonctionné le plus longtemps, la Oui. mégisserie Vidal. Oui. Très bien. Alors, de tous les travaux que vous avez faits dans la mégisserie, quel est celui que vous avez trouvé le plus pénible? Ah, le travail de rivière, c'est-à-dire dans l'eau. Après, je suis montée, retailler les pots. Bon, on se faisait gronder des fois, si on en faisait trop. Mais bon, après, mais je suis restée au sec, disons, parce que en bas, Oui. c'était limite. Et voilà. Oui. Ah oui, j'ai travaillé à la machine. Je sais pas comment elle s'appelle. Je me rappelle. La retailleuse, Non. non? La lisseuse. La lisse. C'était, les peaux étaient sèches. Oui. Mais à la mégisserie, il y a une machine qui frotte comme ça sur la peau pour l'étirer un peu. Non? Je me rappelle. Je m'en rappelle pas. Et sinon, Je il y a- sais que il y a- j'étais à la machine, après au retaillage. Oui. Et en haut, j'étais mieux qu'en bas. Hein. Oui. Mais au séchoir, il faisait pas chaud. Il faisait Oui. pas chaud. Mais il fallait travailler. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y avait dans l'usine entre vous? Est-ce que vous vous entendiez bien avec les autres ouvriers, les ouvrières? Oui, oh oui, oh oui. Ça, impeccable. Il y avait la femme du contremaître, ils étaient, Et avec les patrons? on le voyait pas beaucoup. Ça se- Mais vous aviez... Son fils passait de temps en temps, il disait bonjour, mais après, on les voyait pas beaucoup. Donc, vous avez arrêté de travailler pour quelle raison? Parce que j'avais des enfants. Très bien. Brigitte, David, Monique, Rose et Monique. Quatre. Enfants. Est-ce que vous estimiez que vous étiez bien payé? Tout juste. Tout juste. Il le fallait tout, oui. Et avant, qu'est-ce que vous m'aviez posé? Parce que... Là, je vous ai parlé de l'ambiance. dans Et les- gentil. Oui. Et tout le monde. On s'entendait bien. Lily aussi, elle est gentille. Très bien. Très bien. Et vous dites votre salaire, c'était trop juste. Est-ce Oh, que... mais on en aurait voulu davantage. Hein. C'est normal. Mais votre mari travaillait? Votre mari? Oui, il était maçon. Ah, il était maçon. Elle n'était pas dans Très le bien. ménage. Bon, Bon, très bien. Et oui, c'est super ce qu'elle a dit. Ah oui, Lily, elle est super. Oui, oui. Ouais. Oui, ça se sent. De l'humour. Ouais. Et votre nom de famille, c'est quoi? Martinez. Martinez. Marié. Oui. Oui. Et avant, je m'appelais Nieto. Nieto. Mais il y en a des C'est Nieto. espagnol aussi. Oui. Ouais. Mais il y en a des Nieto encore à Mazamet. Moi, j'en ai connu. J'ai connu un monsieur Nieto qui était employé à la mairie de Mazamet. Ah, je Oui, sais j'ai pas. connu ses enfants, je les ai eu en classe. Mais des Martinez, il y en a. Ah oui, Oui. beaucoup. Il y a les Martinez espagnols, les Ma Martinez... nièce, comment elle s'appelle? Françoise Nieto. Elle est infirmière aussi, mais maintenant, elle est âgée quand même. Moi, j'ai connu une Madame Nieto, mais elle était couturière. C'est pas votre famille. Non? Ah. Bon, merci. En tous les cas, c'est super ce qu'elle a dit. Bon, mais elle est parfaite. Hein. Alors, Monsieur Nègre, par contre, lui, c'était la mégisserie. Très bien. Alors, Odette Ouais. Leroy est partie pour... Elle Ouais, aussi. elle aussi, c'est la mégisserie. Elle, c'était le délainage.
Et Voilà. Odette, c'est le délainage. Il y avait Odette, beaucoup j'ai de oublié le travail. dire hier, elle est partie promener Ah, bon. sur la voie verte. Bon, d'habitude, elle rentre dans ces heures-là. Donc, peut-être le temps de... Bon, on va voir monsieur. Jean Nègre. Monsieur, alors, Jean Nègre. Il est là. est-ce que À ce moment-là. Alors, on va recommencer avec, Il y a c'est plus Jeanne, personne, hein. Madeleine. non, Madeleine. Madeleine Marty. Alors, on va recommencer avec Madeleine parce je lui ai posé des questions. Donc maintenant, Oui. on recommence, Madeleine, et vous dites tout ce que vous avez à dire. Que vous avez travaillé dans le délainage, parlez, Tape pas sur la table. après on coupe, on fait des montages. Parlez bien que vous avez travaillé dans l'usine du Courtal. Vous donnez le nom des deux patrons. Jean Farin Voilà, et Jean vous allez Reynaud. le dire. Ensuite, que vous avez été peleuse Oui. et que quand vous étiez peleuse, il fallait tenir Le couteau à l'envers. Voilà, Sinon, le cul était rayé. voilà. Alors, vous allez redire tout ça. Il enregistre. Voilà, c'est bon. Et après on continuera avec vous, d'accord? Lili. Pour le moment, Lili. non, c'est Jeanne qui parle. Madeleine. Madeleine, pourquoi Jeanne? C'est Madeleine qui parle. Ah. À vous. Mais pour le cuire, il fallait tourner le couteau à l'envers. Sinon, je le tenais le côté dedans. Le cuir était foutu. Mhm. Et voilà. Alors, redites tout ce que vous m'avez dit. Il n'y a plus Quand j'ai des personne. questions. Alors, où vous avez commencé à travailler? Oh, mais À quelle usine? l'usine du Courtal. Et j'avais deux patrons, Jean Farin et Jean Reynaud. Et il fallait tourner le couteau à l'envers. Oui, Sinon, le cuir était foutu. mais c'est quel travail que vous faisiez? Peleuse. Voilà. Après, on fera le montage. Oui. Est-ce que c'était difficile? Ben oui. Parce que madame, il fallait tourner le couteau à l'envers. Oui. Si elle le tournait le côté dedans, le cuir était foutu. Mais est-ce que c'était fatigant? C'était fatigant de... Eh bien, madame Marty pensait qu'il faut pas enlever toute la laine. Et il y a le cuir, mais si je le faisais du côté dedans, le cuir était rayé. Oui. Alors, Madame Marty, c'était quoi pour vous? Votre contremaître, votre patronne? Ah ben, moi, j'avais Jean Farin et Jean Reynaud. D'accord. Et vous Il était exigeant. Il fallait pas tourner le couteau à l'envers. Mettre le couteau à l'envers. Ça, c'est normal. Sinon, le cuir était foutu. Et vous avez travaillé longtemps à l'usine du Courtal? Je crois que j'ai arrêté quand j'ai eu les enfants. Très bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai eu 3 enfants. Très bien. 3 kilos, le premier. Le second, 2 kilos 840. Et la plus jeune, 500 grammes. Oui. Bon. Voilà. Alors, on va pousser Madeleine. On va se mettre sur un fauteuil. Là. Ça, c'est important parce que tout le monde en est conscient, que tu trouves l'indécence des écarts de salaire entre ce qu'on appelle encore les grands patrons, Airbus, Tavares, Renault, n'en parlons pas de Peugeot, c'est incroyable, cette indécence et le salaire des ouvriers. Et ça, je pense que, tu vois, pour les générations futures, c'est important aussi que tu puisses le dire, venant justement de quelqu'un qui est en retrait de tout ça, puisque tu es fille, petite fille, etc., mais que tu as vu ce qui se passait, tu as su que ton frère, tes parents prenaient très peu, oui, les hommes prenaient très peu de salaire, mais qu'ils l'investissaient, et qu'ils investissaient dans l'usine, bien sûr, mais que les ouvriers étaient très bien payés, tout le monde le sait, hein, par rapport à l'indécence des écarts de salaire qu'il y a aujourd'hui entre les grands patrons et les ouvriers. Je crois que ça, hein, Étienne. Voilà, si tu peux le dire. Je pense d'ailleurs qu'il faut, on parle de l'argent gagné, mais il y avait aussi souvent de l'argent perdu, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui ont fait faillite. Je crois que c'était très important et ce qui était peut-être ce qui faisait partie du salaire, c'était la notion de risque. Et le risque était monumental. Bon, parce que justement, rien n'était écrit. Hein, c'était tout simplement la parole donnée. Ça portait sur des sommes considérables et ça se traitait d'homme à homme, enfin, ça se traitait
avec la bonne foi, l'honnêteté, la confiance et le fait justement d'accepter de prendre ce risque parce que ça pouvait être un plus, mais ça pouvait être aussi un moins. Voilà. Mais là, tu voudrais que je dise que je redise que qu'en tant qu'arrière-petite-fille, petite-fille, fille et sœur de gens qui ont travaillé dans la laine, il y a une chose qui me préoccupe à l'heure actuelle, où le délainage n'existe plus. Certaines choses vont mieux qu'avant, d'autres peut-être pas, mais il y a un sujet qui m'a toujours préoccupé et dont je parlais justement avec mon frère Laurent, qui se penchait aussi sur ce genre de questions, c'est l'écart des salaires entre travailleurs et patrons. Et je pense que cet écart, il est normal, parce que c'est le patron qui prend le risque, et c'est le patron souvent qui a fait des années d'études, ou peut-être pas, mais qui a quand même la responsabilité, qu'une responsabilité, ça doit se payer, enfin ça devrait se payer. Et cet écart, certes, il existait, avec ses inconvénients et ses avantages, et des avantages certains. Hein. Je pense que, en ce qui me concerne, je n'ai jamais manqué de rien, et je pense que c'était grâce justement à ma famille. Et ce qui se passe maintenant, où vous voyez des grandes entreprises, des gens qui travaillent avec un salaire qui est peut-être inférieur à ce que touchaient les ouvriers du temps de mon père, alors que le patron, ou peut-être aussi les administrateurs, je ne sais pas, mais gagnent des sommes considérables qui sont d'une proportion infiniment plus grande, d'un écart bien plus considérable, et ça, je trouve cela profondément choquant, et je pense que c'est ce qui fait que, de nos jours, le nom de patron est souvent plus que péjoratif, j'irais même jusqu'à dire salaud, voilà. Très bien. Oui, c'est bien. Très bien. Bon, merci, monsieur. Déjà, Bon. écoute, il va se mettre au travail pour... Oui, non. Mais il se régale, il se Ah, tu te régale. régales. Bon, non, mais c'est intéressant. je veux Oui, dire, ça c'est vivant, l'occupe, c'est vivant. En tout voilà. cas, c'est pas ce que j'ai fait toute ma vie du tout. Hein. Non. Ça m'intéresse Oui. d'avoir Ça me fait ramène à ton père parce que tu vois, autant je sais peu pour le délainage, autant Élie Reynaud dans ma famille, Eh oui. ça a compté, mais alors extraordinaire. Les Meillants aussi. Hein. Oui, les meilleurs. Les Meillants aussi. Les Meillants et ta mère avec sa 2 chevaux. Oui. Et tu sais que, donc, quand t'as